extremis, absolument. Parce que si on investit, c'est parce qu'on a des bonnes anticipations sur les carnets de commandes de demain. Donc, il faut sécuriser absolument les anticipations. Il faut redonner, je dirais, un couloir positif pour les anticipations de demain et d'après-demain. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être, je dirais, la première opération, c'est d'être lucide sur le fait que, évidemment, 2020 a été très difficile, mais 2021, il y aura un rebond, mais un rebond qui va pas nous amener encore à la situation qu'on avait auparavant. Et donc, il me semble que là, il y a un effort de la part des pouvoirs publics pour essayer, je dirais, de sécuriser les anticipations et d'éviter qu'il y ait un pessimisme qui nous emporte tous. Ah, donc, sur ce thème-là, il me semble que, il y a, je dirais, des marges de progression de la part de l'exécutif et que, il faudrait véritablement, heu, d'une part, heu, bien montrer l'extrême gravité de la crise, mais qu'on a les reins suffisamment solides pour s'en sortir si on est capable de voir en face, eh bien, les déficiences. Les déficiences de l'État, les déficiences dans le financement des entreprises et qu'on essaie de remédier. On sait bien que la première façon de guérir, c'est d'abord d'établir un diagnostic. Donc, il y a eu un diagnostic correct qui a été fait en disant il faut gagner du temps. Et finalement, c'est ce qui a permis, disons, de sauver aujourd'hui le système productif. Comme on l'a bien dit, il n'y a pas eu beaucoup de faillites. Mais ça ne va pas suffire, gagner du temps. Il faut avoir une stratégie pour demain. Donc, j'ai essayé de donner un certain nombre d'indications sur les réformes qu'il faudrait entreprendre. Si on pense que demain, ça pourra, je dirais, être simplement la continuation d'hier, on ira dans le mur. Il y a Yves Delafont qui est avec nous, qui s'interrogeait sur notre capacité à nos outils de mesure de notre économie. Est-ce qu'ils sont encore adaptés après une telle crise qu'Alain Tranois a très bien décrite, qui change beaucoup de choses sans aller jusqu'aux 300 ans de la Banque d'Angleterre, on est quand même sur quelque chose de totalement inédit pour l'économie, même si effectivement il y a une espèce d'anesthésie par les crédits d'aujourd'hui qui fait qu'on n'a pas peut-être tous réalisé l'impact que ça aura sur l'ensemble du tissu économique. Donc, est-ce qu'il ne faut pas changer d'outil? Yves, tu voulais intervenir sur cette question et tu t'interrogeais sur cette mesure, sur cette capacité à mesurer notre comptabilité nationale. On ne t'entend pas là. On ne t'entend pas. On n'entend pas. La question que posait Delafont, telle qu'il l'a écrite, c'était: ne va-t-on pas vers une réécriture des règles, des normes, des habitudes de la finance et de la comptabilité nationale et internationale? Le contenant n'est plus adapté au contenu. Ça, c'est une question pour Alain Tranois. Vous m'entendez maintenant? Non. Ah, voilà, on t'entend là. Ah, ben, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dis merci Christian, bonjour à tous. Oui, merci pour toutes ces observations. Moi, je me posais cette question, c'est qu'aujourd'hui, on a un contenant qui est trop petit pour le contenu. Les chiffres que l'on a dans le monde entier, hein, en France, mais partout, et est-ce qu'on ne va pas vers une réécriture des règles comptables nationales, internationales, une nouvelle vision de la finance internationale, et c'est porté par une personnalité comme Bertrand Badret, qui est ancien patron de la Banque mondiale, enfin, il fait beaucoup de choses, et qui défend cette idée que la finance peut sauver le monde, qu'elle peut être durable, équitable, et qu'on peut réécrire et refaire le contenant. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on va vers d'abord un nouveau monde? On va en terre inconnue, mais est-ce que les règles ne vont pas changer? Et c'est peut-être là que quelque chose peut se passer. Alors c'est en très macro, mais c'est une vraie question. Alain Tranois? Alors, je ne connais pas l'ouvrage dont
dont il y fait mention. Ce que je peux dire, c'est simplement sur la finance internationale, sur la question majeure des taux d'intérêt. Je n'ai pas abordé le fait que il me semble que le problème de la dette, aujourd'hui la dette publique, n'est pas fondamentalement, forcément, disons, un problème majeur, dans la mesure où il est possible de transformer une partie de notre dette publique en dette perpétuelle. Une dette perpétuelle, c'est une dette qu'on ne rembourse pas. On ne rembourse pas le principal, on ne fait que rembourser, on ne fait que payer les taux d'intérêt. Et on peut procéder à, à cette transformation d'une partie de notre dette en dette perpétuelle euh, avec la dette qui est déposée dans les coffres-forts de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne détient à peu près 20% de la dette française, comme à peu près le même pourcentage de la dette des autres pays de la zone euro. Et donc, 20%, c'est à peu près le supplément de dette que va nous occasionner la crise Covid. Donc, à ce moment-là, c'est la Banque centrale qui détient ces 20% de dette. On peut tout à fait imaginer de transformer ces 20% de dette supplémentaire en dette perpétuelle. Et à ce moment-là, le problème de le remboursement de la dette ne se pose pas. Ça veut dire qu'on aura simplement, je dirais, monétisé ces 20% de dette. Ça sera purement de la création monétaire. Alors, je pose la question évidemment des taux d'intérêt. La question, les taux d'intérêt sont très bas. Ils sont même négatifs pour les meilleurs emprunteurs. L'Allemagne, la crédibilité de la France est encore très bonne, excellente. Et donc, évidemment, une question, c'est de savoir ce qui se passerait en cas de retour à des taux d'intérêt, je dirais, comme on en a connu dans les années 80-90. Alors, évidemment, il faut essayer de comprendre, et ça pourrait être une perspective, disons, qui changerait le monde, c'est-à-dire pourquoi les taux d'intérêt sont-ils si bas? Alors, il y a effectivement, les économistes se sont penchés sur la question. Il semble qu'il y ait au moins deux éléments d'explication, je dirais, dans les fondamentaux. Le fait que les pays en voie de développement ou les pays, euh, disons, en position intermédiaire épargnent beaucoup plus qu'avant. Donc, il y a un surplus d'épargne au niveau mondial qui n'a pas été épongé complètement par un surplus d'investissement, simplement parce que les pays, en particulier développés, connaissent une croissance qui est tirée par les services, et les services demandent moins d'investissement, moins de capital. Alors, le problème, c'est de se dire, est-ce que ça va continuer? Alors, la première chose, c'est quand même que, malgré tout, l'ensemble du monde, le monde entier traverse cette crise, et donc on est plus pauvre, donc le montant d'épargne, même s'il y a une épargne liquide qui a été accumulée dans un certain nombre de pays, mais n'empêche que le monde va quand même être plus pauvre après qu'avant. En tout cas, la trajectoire sera, malgré tout, je dirais, plus basse. La deuxième chose, c'est qu'on a une transition énergétique et écologique à préparer. Et que cette transition, ce n'est pas simplement à travers des logiciels du numérique qu'on va la faire. Il faut investir dans du dur. Il faut changer nos modes de locomotion, aussi bien voiture, avion. Il faut changer notre mode de chauffage. Il faut changer nos modes de production. Et donc tout ceci nécessite des investissements en capital fixe. Ce n'est pas simplement en investissant dans les logiciels. Le numérique pourra aider, mais c'est grosso modo, je dirais, une nouvelle génération d'investissements. Et donc, il se peut que quand on regarde les montants qu'il faut investir pour arriver à verdir notre économie, arriver à une économie soutenable, ils sont quand même assez considérables. Donc, il est possible que, eh bien, en face de ce supplément d'épargne, il y ait de nouveau une demande d'investissement pour opérer cette transition énergétique. Et donc, il est possible que dans les 30 ans qui viennent, les taux d'intérêt réels remontent. Donc, le paradigme selon lequel, je dirais, les déficits publics pourraient être entretenus ad vitam aeternam, pourraient s'accumuler, serait en fait une réponse à ce déficit d'investissement,
me semble sujet à caution sur un moyen terme. Donc, Merci. voilà certains éléments. On parlait de la finance internationale, et quand on parle finance internationale, on parle forcément des taux d'intérêt, puisque c'est quand même, je dirais, le fait d'échanger dans le temps des sommes d'argent. Donc, ça se fait au moyen d'un intérêt. Donc, en tout cas, voilà ce que je pouvais dire sur cet élément. Je voudrais revenir à Nicolas Magenti sur cet aspect du mur de la dette, de l'endettement, de la transformation, qui est quand même le sujet qui va devenir majeur quand on va clore les bilans en 2020 avec au poste dette dans le bilan, un poste très important qui dévalorise aussi les entreprises, hein, qui portent et donc une difficulté. Comment est-ce que au niveau de la BPI, vous réfléchissez à cela, non pas en créant de la dette sur la dette pour éponger la dette précédente, mais avec des outils qui soient plus pérennes et avec des outils qui, on l'a vu avec la région, hein, qui existent, mais qui peut-être doivent être démultipliés, qui permettent de capitaliser les entreprises plutôt que de poursuivre un endettement qui n'est pas durable. Euh, oui, oui. Alors déjà, je reviendrai sur ce mur de la dette qui est vrai pour quelques entreprises. On s'aperçoit beaucoup, lorsqu'on discute avec l'ensemble des partenaires bancaires, que beaucoup de PGE qui ont été souscrits lors du premier confinement en masse est toujours présent sur les comptes des entreprises. Donc, il n'y a pas eu de destruction de… Alors, ça représente 90% des entreprises. Naturellement, sur les entreprises les plus touchées, il y a eu nécessité de payer des charges fixes, mais dans l'ensemble, on s'aperçoit qu'en trésorerie, les entreprises disposent encore, à l'heure où on se parle, du PGE. Donc, se pose la question de est-ce qu'il faut que les entreprises qui n'ont pas touché le conservent ou le soldent rapidement pour justement ne pas imputer cette valorisation et pas obérer les capacités d'investissement futures. Ça, c'est le premier point qu'il faudra bien analyser, je pense, et on pourra tirer les bilans dans quelques semaines, quelques mois, lorsque l'option sur la première année, je rembourse ou je ne rembourse pas, sera levée. La deuxième question qui est très claire, c'est oui, il faut absolument maintenir un effort de capitalisation de nos entreprises. BPI France, en tant qu'opérateur, dispose de fonds d'investissement qui sont des fonds d'investissement à long terme, qui ont pour but d'aller soutenir les entreprises sur des projets d'investissement, sur de la transmission et sur également de la restructuration. Donc oui, on a des outils, que ce soit des outils en capital, en obligations convertibles, des outils génériques sur de la PME, sur le TI, sur ce qu'on appelle le middle large cap, mais aussi des fonds sectoriels sur le tourisme, sur le bois, sur la mode. Enfin voilà, on a pas mal d'outils et également de ce qu'on appelle une activité de fonds qui va viser à accompagner des fonds plus locaux avec une propre stratégie d'investissement. Voilà, donc c'est effectivement des axes très forts de réflexion de BPI France également, d'aller j'ai envie de dire, faire beaucoup de pédagogie auprès de nos entreprises pour s'acculturer dans un contexte de taux bas, d'accès à la liquidité facile, de la nécessité un petit peu de se structurer sur la partie haut de bilan. J'en profite également pour évoquer quelque chose que je n'ai pas évoqué. Dans la future loi de finances de l'année prochaine, qui va arriver très vite du coup à l'aube déjà de 2021, il va y avoir la possibilité pour les entreprises de faire ce qu'on appelle la cession bail immobilière avec la réintégration de la plus-value sur la durée du crédit. Donc on va pouvoir aussi se servir d'un actif immobilier propriété de l'entreprise pour le faire refinancer par un établissement crédit bailleur. Crédit bailleur, et la plus-value entre la valeur qui est présente sur les comptes et la valeur à l'instant T de l'immobilier, en général, est imposée à 30%, mais ces 30% ne seront pas imposés immédiatement, ils seront étalés sur la durée de vie du contrat, ce qui permettra de maximiser un effet trésorerie qui permettra de financer ou de rembourser les PGE tout simplement, mais sur des crédits qui seront à très long terme. Ça fonctionne pour les entrepreneurs. Ça fonctionne pour les entrepreneurs qui sont propriétaires de leur bureau, de leurs locaux, etc. Exactement. Mais c'est aussi une réponse. Après, la réponse du court terme est également importante. Mathieu le disait à juste titre. C'est vrai que
dans un contexte de forte liquidité, d'accès facile au crédit, c'est vrai que il a été facile d'arrêter d'utiliser son découvert, de stopper ces lignes court terme qui coûtaient un coût de non d'utilisation, un coût de confirmation, qui était modique, mais qui était un coût financier pour l'entreprise. Et c'est vrai que tout le monde souhaitait maximiser ces coûts. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certainement une réponse forte de la place bancaire sur l'accompagnement sur des lignes court terme, sur du découvert, sur des facilités de mobilisation de créances. Donc Mathieu, tu le disais tout à l'heure, effectivement, BPIFrance peut, mais ne doit pas être le seul intervenant dans ce cadre-là à financer le bas de bilan des entreprises. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est un tout. Je rejoins également ce qui a été dit sur tous les guichets divers et variés qui peuvent être un peu complexes à comprendre auprès de tous les chefs d'entreprise, petits et gros, et surtout pour les petits, qui sont un peu au four et au moulin dans leurs entreprises et très impactés par cette crise-là. Moi, la réponse que je peux donner, c'est que j'ai envie de dire que la région, les services de l'État et BPIFrance, on est au courant de tout ce qui se passe, et les experts comptables également. Donc, ce guichet un peu unique, fédéré tous ensemble, il ne faut pas hésiter à contacter les uns et les autres qui pourront délivrer le meilleur dispositif possible. Voilà, ça nous pose aucun problème. On a eu beaucoup de recevoir beaucoup d'appels au standard de BPIFrance à Marseille pour réorienter des demandes sur des dispositifs publics, des dispositifs régionaux divers et variés. Donc, mais je rejoins effectivement le constat qui a été fait, c'est cette multitude de plans de relance, cette multitude de cash qui a été injectée sur des dispositifs différents et opérés par différents opérateurs qui peut être un petit peu complexe à certains moments. On essaie de le traduire le plus simplement possible, mais voilà. Mais le message aussi à passer, c'est qu'il ne faut pas hésiter à toquer, il ne faut pas hésiter à ouvrir les portes. On est là pour accompagner. Mathieu Capionneau, on voit cette diversité. Les entrepreneurs, vos clients. Christian, une seconde, il y a une question de Facebook. Alors, on va peut-être la faire passer là parce qu'elle est liée. C'était une question pour Nicolas Magentis et oui. Céline. Excuse-moi de vous avoir coupé. Vas-y. Bonjour à tous. Oui, il y a une question de Pierrick Préto qui s'adresse à Nicolas. Donc, Magentis, y a-t-il un plan de soutien aux PropTech, donc les startups qui œuvrent à la digitalisation de l'immobilier, via la bourse French Tech de la BPI? Oui, aujourd'hui, oui. Si vous voulez, aujourd'hui, la bourse French Tech est un programme assez général qui vise à accompagner toutes les entreprises innovantes dans tous les secteurs d'activité différents. Effectivement, à partir du moment où on a un projet innovant qui a du sens et sur lequel on trouve un marché, bien entendu, toutes les entreprises peuvent venir nous solliciter et solliciter les acteurs du monde de l'innovation pour trouver des solutions sur de la subvention, puisque la bourse French Tech est une subvention qui peut monter entre 10 et 50 000 euros au maximum, mais qui ne va pas être la réponse systématique pour accélérer. En revanche, donc ça peut être une réponse pour les startups qui sont sur ce credo. Il va y avoir également une réponse sur les industriels et les entrepreneurs qui vont investir justement dans la digitalisation nécessaire. Et quand je parle d'industriels et d'entrepreneurs, j'intègre aussi le monde du tourisme qui va devoir se digitaliser pour éviter que la création de valeur passe sur des bookings ou sur des sites génériques et on détruit un peu la valeur qui pourrait être réintégrée dans les entreprises. Et du coup, on va lancer un pré-croissance dédié justement pour inciter l'industrie 4.0, mais la PME 4.0 à se digitaliser et accompagner. Donc, à la fois accompagner les acteurs start-up et du monde de l'innovation en direct, mais également inciter les entreprises à financer ce genre d'investissement qui, auparavant, était malheureusement autofinancé sur la trésorerie. Et on détruit beaucoup de trésorerie dans les entreprises parce qu'elles ne trouvaient pas le dispositif de crédit pour permettre de financer ces investissements nécessaires et rendus aujourd'hui, je pense, obligatoires ou du moins accélérés par la crise sanitaire que nous venons de vivre. Merci à Nicolas Magentis. Oui, je vous demandais à Mathieu Capionneau, les entreprises que vous avez, vos clients, ils se dirigent vers
plutôt vers quel dispositif? Parce qu'on a vu qu'il y avait toute cette palette d'outils. Ils ont actionné avec le conseil de leur expert comptable, je suppose, mais ils ont actionné plutôt quel type d'aide à l'heure actuelle? Vers quoi ils s'orientent? Alors, juste un petit point avant de te répondre, Christian, par rapport à ce que vient de dire Nicolas. C'est vrai que dans les PropTech, suivant l'entreprise, le service qui va être proposé, ça peut rentrer dans le cadre des OIR de la région sud, et donc ça peut ouvrir droit à d'autres subventions ou d'autres accompagnements en financement par PACA Émergence ou par région sud investissement, ce qui fait qu'on a un vrai effet de levier, BPI en premier, la région en deuxième, et normalement un troisième opérateur qui doit être un partenaire privé ou une levée de fonds ou du Love Money, mais de façon à ce qu'on ait bien 1 égale finalement 3. Pour en revenir à ta question, évidemment, les deux premiers sont la demande en termes de PGE, puisque c'est quand même le premier outil qui a été sorti et qui est massivement utilisé dans les entreprises. Le sujet actuel, c'est plutôt les redemandes de PGE de deuxième tranche, puisqu'on avait quand même eu un nombre d'entrepreneurs qui se disaient « je demande du PGE, je suis en droit à du PGE, mais je ne vais pas tout demander parce que ça reste de l'argent de l'État, ça reste finalement nos impôts. » Donc, on était plutôt dans une position « je demande ce dont j'ai besoin et même si je peux avoir plus, je ne vais pas le demander ». Et c'est cette deuxième tranche-là qui parfois est la plus compliquée aujourd'hui parce qu'on a eu une deuxième vague qui était non prévue. On a du coup des perspectives qui sont pas toujours évidentes. Et donc, du coup, on retrouve une difficulté à aller chercher la deuxième tranche du PGE qui était éligible lors de la première vague. Donc, c'est un sujet, mais nos entrepreneurs demandent évidemment d'abord le PGE. Ensuite, on a le chômage partiel. Alors, en dehors des entreprises qui sont soumises à de la fermeture administrative, qui de facto se retrouvent dans le chômage partiel, on a quand même une vraie réflexion tournée autour de l'efficience de nos équipes, de nos collaborateurs et sur le développement commercial, donc du coup sur la planification de mes équipes pour la demande de chômage partiel. Donc le deuxième point, c'est le chômage partiel. Et la troisième étape, elle est souvent actuellement sur tout ce qui est fonds de solidarité, fonds d'accompagnement aux dirigeants, puisque les dirigeants, lors de la première phase, ont été un peu les oubliés de toutes les aides. On a beaucoup travaillé sur les salariés, on a évidemment beaucoup travaillé sur l'entreprise au sens large, mais le dirigeant, celui qui avait créé sa boîte, l'artisan, qui est tout seul ou qui a 1 ou 2 salariés, avait été un peu oublié au tout début. Et les aides sont arrivées finalement très tardivement, en septembre, en octobre, en novembre. Donc là, on commence à avoir des demandes faites sur des fonds de solidarité, sur des accompagnements, des mesures fiscales et sociales de report d'échéance ou de diminution d'acompte pour tous les dirigeants qui, eux, maintenant, sont aussi contraints, pour certains, de devoir taper dans leurs propres réserves pour simplement mettre un tout petit peu de trésorerie dans leur boîte de façon à équilibrer les comptes entre le PGE, le chômage partiel et finalement quelques coûts fixes de loyer et autres qui, eux, ne sont pas encore tous couverts parce que même s'il y a des incitations à la réduction du loyer ou à l'abandon de loyer, tous les propriétaires ne le font pas parce que ils ne souhaitent pas le faire ou ne peuvent pas le faire, puisque, rappelons-le quand même, le PGE ne couvre pas l'immobilier. Donc, il y a du coup une deuxième étape à aller chercher quand on est simplement propriétaire foncier, c'est un propriétaire immobilier, c'est d'aller voir autre chose. Et Nicolas l'a bien rappelé, ce trou dans la raquette qui était de dire le PGE n'est pas accessible aux entreprises foncières. Du coup, avec ce transfert de plus-value sur le crédit immobilier, ça va nous permettre d'avoir de la trésorerie à court terme sur les entreprises qui n'étaient pas éligibles au PGE et qui, demain, pourront permettre de faire, par exemple, des abandons de loyer ou des décalages, des reports de loyer pour que les TPE, PME, qui, elles, n'avaient pas pu couvrir ce reste à charge de loyer, puissent y avoir accès. Et on pense notamment à nos amis commerçants et restaurateurs qui, eux, du coup, par le biais des fermetures administratives, ont quand même quelques frais fixes et notamment les loyers, qui est un des postes principaux pour eux en termes de couverture de frais et de trésorerie.
Merci Mathieu, on arrive vers la fin. Je voudrais reposer une question à Alain Tranois pour préciser un petit peu sa pensée. On n'a pas entendu dans les propositions que vous avez faites quelque chose qui serait de l'ordre du New Deal, qui serait des grands travaux, qui serait de l'investissement public, alors qu'on voit que l'Union européenne a quand même mis, ou annonce qu'elle-même 1000 milliards sur la table sur la transition énergétique. Est-ce que c'est pas finalement ce New Deal vert qui peut être ou d'autres aspects de l'investissement public qui peuvent être aussi une solution parce que les entreprises, elles ont d'abord besoin d'aide pour passer, d'accord, de crédit pour passer, d'accord, mais elles ont besoin d'abord de clients, de marchés, elles ont besoin de travailler. On le voit même dans les manifestations, mais le simple restaurateur lui dit, moi je veux pas d'aide, je veux pouvoir ouvrir mon resto. C'est assez élémentaire pour un chef d'entreprise et pour les entreprises. Est-ce que la première aide qu'il y aurait, ce ne serait pas effectivement une politique entre guillemets de grands travaux? Alors, c'est une excellente question et quand on regarde un peu le plan de relance français de 100 milliards qui s'étale en fait sur 2021, 2022 et aussi un petit peu sur 2023, on se rend compte que on a voulu éviter les plans de relance classiques sur, je dirais, l'investissement public classique. Par exemple, il n'y a pas un seul kilomètre de route qui est financé, alors que c'est, je dirais, le type complètement de type d'investissement auquel on pense lorsque on doit faire face à une récession, pour des raisons écologiques. Et donc, le plan de relance, en fait, essaie d'orienter la France vers des investissements verts, vers des investissements numériques, et donc est beaucoup orienté sur l'innovation. Il y a quand même, je dirais, j'ai repéré quand même dans ce plan où il y a beaucoup de lignes, je dirais le fait qu'on va restaurer des monuments historiques. Il y a mais j'ai fait un tour en Allemagne cet été, euh, pendant le bref intermède entre les deux confinements, et j'ai vu que dans toutes les localités de Bavière que je traversais, eh bien, je dis bien tous les bâtiments historiques étaient, je dirais, enveloppés de, de grands voiles de chantier, ce qui montre que l'État de Bavière, sans doute aidé par l'État allemand, ou par l'État fédéral allemand ou pas, eh bien, avait fait, disons, de la relance à la Roosevelt, de la relance keynésienne basique, en faisant des grands travaux. Alors, je dirais que sur la France, on est malheureusement de ce côté-là dans un mauvais cycle électoral, parce que vous savez que l'investissement local, enfin, l'investissement public, il est fait à 3/4 par les collectivités territoriales et simplement par 1/4 pour l'État. Or, les collectivités territoriales, en tout cas, prenons le cas des mairies et donc des groupements communaux, ils ont été renouvelés. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle le cycle électoral, où le maximum de l'investissement public local est réalisé 3 ans après les élections. Parce qu'il faut que la nouvelle équipe, je dirais, mette au point son nouveau plan d'investissement. Il y a eu quand même des changements importants. Marseille en est un exemple. En plus, il y a eu, disons, des changements, il y a eu des véritables alternances municipales. Et on entend aussi des discours qui ne sont pas forcément hyper favorables à l'investissement local, à l'investissement, disons, dans le bâtiment, dans les travaux publics, pour des questions écologiques. Et donc, il est possible que, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'année 2021 sera une année basse, normalement, en termes de cycle électoral, et que pour des raisons, je dirais, tenant à la philosophie, à la préparation de la France à l'innovation énergétique et numérique, on ne peut pas dire que le plan de relance va avoir un côté investissement public, mais pas aussi prononcé qu'il aurait pu être à cause des réserves qu'on a sur la poursuite du sentier de croissance actuel. Alors, il reste l'Europe, mais là aussi, l'Europe n'a pas. Il y a eu, disons, une précédente aide avec le plan Juncker. On a eu du mal à trouver en Europe beaucoup de projets. Il y avait par exemple le grand projet de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Mais il n'y a pas tant que ça de projets, disons, d'investissement dans les travaux publics en Europe. Il serait
plus essentiellement en Europe de l'Est, mais en Europe de l'Ouest est quand même grosso modo couverte. Donc il n'y a pas eu de destruction, heureusement, avec cette crise. Donc je dirais que les marges sont relativement limitées, sauf si il y a un investissement massif qui serait décidé dans la nouvelle économie durable. Mais là aussi, est-ce que les techniques sont là? Est-ce que les meilleures est-ce qu'il faut vraiment investir tout de suite sur, alors même que par exemple dans la voiture électrique, on sait qu'on est dans les premières générations. Donc si vous voulez, il y a, je dirais peut-être un conflit dans un changement de modèle de croissance entre des objectifs de court terme et une optimisation sur un moyen terme. C'est-à-dire que faire un investissement absolument massif aujourd'hui, alors que si les techniques demain nous permettent par exemple sur les batteries de produire des batteries beaucoup plus efficaces dans 2 ans qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut construire des usines de batteries qui construisent des batteries de première génération? Donc on voit qu'il y a, je dirais, un conflit court terme, long terme, qui fait que je pense qu'on n'est pas parti pour pouvoir, comme dans les années 70-80, je dirais, appliquer les recettes classiques. Merci Alain Tranois, merci à nos intervenants. Notre ami Céline Soulier a dû nous quitter, nous l'avait annoncé. Merci à Mathieu Capionneau d'être le partenaire de ces réunions. Merci à Nicolas Maginty d'avoir répondu en toute franchise à nos questions. On aura encore besoin de vous. Et merci à Alain Tranois pour son diagnostic, même si de temps en temps, il nous fait un petit peu froid dans le dos. On vous remercie d'avoir suivi ce grand débat. On vous donne rendez-vous pour nos prochains grands débats. Ce sera certainement en 2021 et j'espère qu'on aura d'autres nouvelles à vous annoncer sur notre économie régionale. À bientôt. Merci. Merci.